La neige est tombée doucement pendant la nuit, recouvrant le sol froid d'une couche douce et duveteuse au matin. À l'extérieur de la fenêtre, on entendait un léger bruissement et un remue-ménage, tandis qu'un groupe d'oiseaux attendait avec impatience son repas quotidien. Vers le mois de novembre, Erin a commencé à les nourrir régulièrement avec une poignée de graines, et les oiseaux se sont rapidement habitués à sa présence. Lorsque les oiseaux ont vu leur fournisseur de nourriture à travers la fenêtre, ils se sont animés. L'un d'eux a tapé 2 fois sur la vitre avec son bec, comme pour dire « Laissez-nous entrer, nous sommes déjà là ». Comme il n'y avait pas de graines de tournesol, Erin a utilisé des tranches de pain du dîner comme substitut. Les oiseaux ont accepté avec empressement cette simple friandise et ont commencé à la picorer avec enthousiasme, tandis qu'Erin observait leur activité, des souvenirs de sa lointaine enfance ont commencé à refaire surface. Elle se souvient de l'époque où elle et son jeune frère Cooper se préparaient une friandise de fortune. Ils mouillaient légèrement le pain et le saupoudraient de sucre, créant ainsi un encas croquant et sucré. Les sucreries étaient rares dans leur maison, mais ils chérissaient ces moments. Parfois, les invités de leur mère, des hommes pour la plupart, gâtaient les enfants avec des bonbons ou des chocolats. Erin se souvient d'une époque où leur appartement avait encore la fraîcheur des dernières réparations cosmétiques. Un apron en dentelle ornait la commode et une nouvelle télévision trônait dans un coin. Sa mère, Hélène, était parfaite à ses yeux, avec d'épaisses boucles blondes et brillantes qui tombaient en cascade sur ses gracieuses épaules. Elle portait une superbe robe en mousseline de soie blanche à fleurs bleues, qui s'harmonisait avec ses yeux d'un bleu étincelant. Les petits amis d'Hélène, comme Alan, qui a longtemps vécu avec eux, sont restés dans les mémoires avec tendresse. Avec son sourire bienveillant et son visage couvert de taches de rousseur, il faisait toujours des blagues, ce qui en faisait un homme bien aux yeux de la petite fille. Alan était habile de ses mains et savait tout réparer, s'assurant que chaque porte était bien en place et que chaque interrupteur fonctionnait correctement. Il a même réussi à remettre en marche leur vieille machine à laver. Le petit Cooper admire la collection d'outils d'Alan, tels que divers tournevis et fers à souder. Il se tenait près de l'homme, admirant son savoir-faire. Alan veille également à ce que les enfants soient nourris à temps et habillés proprement. Cependant, sa mère n'apprécie guère ses leçons de morale et le qualifie constamment d'ennuyeux et de tyran. Elle avait envie de légèreté et de vacances. Chaque jour, les oiseaux se rassemblent devant la fenêtre, attendant avec impatience leur repas quotidien. Le simple acte de gentillesse d'Erin lui apportait chaleur et nostalgie en les regardant savourer les friandises qu'elle leur offrait. La fréquence et l'intensité des désaccords se sont accrues, indiquant clairement que la relation approchait de sa conclusion inévitable. Un jour fatidique, le sac d'Alan disparaît du garde-manger, ainsi que sa caisse à outils. L'atmosphère autrefois douillette et harmonieuse de la maison a disparu, laissant la mère d'Erin déstabilisée et se livrant à des fêtes excessivement bruyantes qui se prolongeaient jusque tard dans la nuit. Parfois, la mère d'Erin ne rentrait pas dormir, ce qui poussait Cooper à chercher du réconfort sous la couverture avec Erin. Pendant ces périodes troublées, Erin racontait à son frère des histoires de méchants, de chaperons rouges intrépides et de nains travailleurs. Cherchant de l'aide, Hélène s'est adressée à leur voisine, Mrs. Gordon, qui lui fournit un double des clés et s'occupe occasionnellement des enfants. Tout en se plaignant de la vie et des difficultés financières, Hélène réussit à trouver un emploi de femme de ménage dans une usine de la ville avec l'aide de Madame Gordon. Malgré le manque de sympathie de Madame Gordon pour sa voisine en état d'ébriété, le nouvel emploi d'Hélène lui apporte la stabilité pendant un certain temps. Il semblait qu'elle avait retrouvé ses esprits et que tout allait s'améliorer. C'est alors que naît Mindy, une charmante petite fille aux yeux amusants, qui devient la préférée de tous. Même le voisin le plus sévère ne pouvait s'empêcher de fredonner joyeusement lorsqu'il rencontrait Mindy. Cependant, le père de Mindy, comme celui d'Erin et de Cooper, restait inconnu. Les enfants avaient depuis longtemps cessé de s'enquérir de leur père, car cela ne faisait qu'agiter leur mère. Malgré tout, ils l'aimaient beaucoup. Hélène reprit brièvement son rôle de mère tendre et attentionnée, les comblant de câlins, de baisers et de séances de crêpes le week-end. Mais Hélène se lasse des responsabilités de chef de famille et le cycle des compagnons douteux et des compagnons de beuverie reprend.
Les nouveaux invités empestaient l'alcool et dégageaient une odeur de renfermé et de malpropreté, leurs tatouages bleus apparaissant sous leurs t-shirts. Au mieux, les enfants recevaient des regards indifférents, au pire, ils étaient grondés, et les soi-disant amis n'apportaient jamais de cadeaux aux enfants. La garde de Mindy repose désormais sur les épaules des enfants plus âgés, Erin supportant la majeure partie du fardeau sur ses épaules fragiles. L'argent est devenu une ressource extrêmement rare dans ces circonstances difficiles. Pour jongler avec ses nombreuses responsabilités, elle séchait parfois l'école, comptant sur sa débrouillardise et sa curiosité naturelle pour maintenir son excellence scolaire. Ses activités d'adolescente ont été reléguées à l'arrière-plan et ses quelques amitiés se sont dissoutes. Pendant ce temps, sa mère se réfugie dans l'alcool, négligeant son apparence. Des mèches grises tachent ses cheveux mal lavés, des rides marquent son visage et de lourdes poches s'accumulent sous ses yeux. Lorsque la capacité de travail de sa mère s'est affaiblie, Erin l'a remplacée en nettoyant les sols pour éviter qu'elle ne perde son emploi. Lorsqu'Hélène a avoué qu'elle n'avait gardé sa grossesse que pour le soutien financier, Erin a assumé encore plus de responsabilités. Chaque jour, Hélène s'assoit sous le porche, se noie dans une bière bon marché, le regard fixé sur un seul point pendant des heures. Erin s'efforce de suivre ses études, de travailler et de s'occuper de ses frères et sœurs, mais l'aide de Cooper allège le fardeau. En l'absence d'Erin, il préparait souvent des repas simples, ce qui lui valait les éloges de sa sœur aînée. Mindy avait alors presque 6 ans. Un jour fatidique, Erin est rentrée chez elle et a trouvé une ambulance garée à l'extérieur. Son cœur s'est emballé lorsqu'elle a vu sa mère sur une civière, le visage pâle, trempé de sueur et le sang s'accumulant sous elle. Les chuchotements paniqués d'Erin lui apprennent que sa mère souffre d'une grave hémorragie utérine. Déterminée à ne pas la quitter, Erin a supplié l'ambulancier de la laisser les accompagner à l'hôpital. Malgré le règlement, l'ambulancier a cédé, ému par les larmes d'Erin. Elles se sont précipitées à l'hôpital, Erin s'accrochant à l'espoir que sa mère s'en sortirait. Dans la situation donnée, une jeune fille nommée Erin attendait dans le couloir près de la salle d'opération. L'atmosphère était animée, mais personne ne faisait attention à elle. Les médecins se pressaient dans la salle d'opération, discutant du cas d'une femme de 45 ans qui souffrait d'une hémorragie massive due à un décollement du placenta. Au bout d'un certain temps, un médecin fatigué est sorti de la salle d'opération. Le cœur d'Erin s'est mis à battre la chamade, dans l'attente de la nouvelle. Le médecin, d'un air compatissant, lui a posé la main sur l'épaule et lui a dit « Reste forte, ma fille, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais il était trop tard. Votre mère est décédée. » Il marqua une pause, permettant à Erin d'absorber la triste nouvelle avant de poursuivre, mais l'enfant a été sauvé. Tu as maintenant un frère en bonne santé. Le poids de la nouvelle frappa Erin comme un objet lourd et mou, assombrissant sa vision et rendant sa respiration difficile. Le temps et l'espace ont semblé cesser d'exister tandis que les larmes coulaient sur les joues d'Erin comme une tempête de grêle. Une femme en blouse blanche l'a tirée de sa torpeur en lui demandant « Vous ne vous sentez pas bien ?» Erin prend une grande inspiration et répond d'une voix tremblante « Je vais bien, merci, mais je ne sais pas quoi faire ensuite. » Une infirmière âgée s'approche et dit « Vous devriez me donner le numéro de téléphone de votre père. »« Je n'ai pas de père, » murmure Erin, déconcertée. L'infirmière lui demande alors « Avez-vous des grands-parents ou des parents plus âgés ?» Erin a simplement secoué la tête et a répondu « Seulement mon petit frère et ma petite sœur. » Une femme compatissante, sentant la détresse d'Erin, s'est assise à côté d'elle et a dit « Le corps devra être emporté et enterré. » La mention du mot corps a donné des frissons à Erin, car il s'agissait de sa mère, la femme qui lui avait chanté des berceuses lorsqu'elle était enfant et l'avait réconfortée lorsqu'elle pleurait. L'infirmière a eu pitié de l'orpheline et a essayé de l'aider, en l'orientant vers un endroit appelé Ritual Service, où elle pourrait trouver les informations dont elle avait besoin. Aaron, le jeune frère d'Erin, a levé les yeux vers l'infirmière et a demandé « Et quand est-ce que je peux aller chercher mon frère ?» L'infirmière l'a regardé attentivement et lui a demandé « Quel âge as-tu » Erin a répondu lentement « 17 ans. » L'infirmière a soupiré et secoué la tête. Malheureusement, il ira dans un foyer pour bébés. Les yeux d'Aaron se sont remplis d'une lueur d'espoir. Quand j'aurai 18 ans,
je pourrais prendre mon frère? L'infirmière a répondu, en général, les bébés sont adoptés rapidement. Tu ferais mieux de penser à toi, peut-être seras-tu envoyé dans un orphelinat toi aussi. Cette réponse cruelle mais honnête a laissé Erin sans voix, car l'idée d'être séparée de son frère et de sa sœur lui a brisé le cœur. Dans son propre monde, Erin sentait le poids de l'indépendance peser sur elle, sachant que personne ne comprenait vraiment la profondeur de sa solitude. Prête à travailler sans relâche, elle rechigne à la simple idée d'être séparée. Pourtant, elle reconnaît la présence de voisins et d'autres possibilités, mais elle hésite à aller plus loin. L'infirmière ne lui répond que par un haussement d'épaules nonchalant, gardant un silence stoïque. Les assurances des pompes funèbres n'apportèrent que peu de réconfort, éclipsée par la lourde facture qu'Erin reçut dans les mains et qui pesa sur son âme pendant le voyage de retour. Son esprit est accaparé par la lourde tâche d'annoncer la tragique nouvelle à ses enfants au cœur tendre, Mindy et Cooper. Les pensées tourbillonnantes, elle remarqua à peine son arrivée sur le pas de la porte de sa voisine, accueillie par la silhouette en attente qui se trouvait à l'intérieur. « Comment va votre mère ?» La question est restée en suspens, poussant Erin à exprimer la douloureuse vérité à haute voix pour la première fois. « Maman, elle est partie, dit-elle, la voix tremblante d'émotion, les yeux détournés des profondeurs du chagrin. Recevant la nouvelle avec compassion, la voisine enveloppa Erin d'une étreinte réconfortante, le poids du chagrin étant palpable, sans donner de détails. Erin a présenté la facture en demandant de l'aide et en assurant qu'elle serait remboursée grâce à ses maigres économies. « Vous pouvez compter sur moi », assure Mrs. Gordon l'a assurée, à la fois professionnelle et compatissante, tandis qu'Erin se réfugiait entre les murs familiers de la maison de sa voisine. Accueillie par l'exubérance de Mindy et l'inquiétude prudente de Cooper, Erin a ressenti dans son cœur un mélange de joie et d'angoisse. En quête de réconfort, elle s'enfonça avec lassitude dans un fauteuil, l'épuisement de la journée s'installant lourdement sur elle. Le regard innocent de Mindy rencontra le sien, rempli de confusion face à la détresse d'Erin, tandis que Cooper, sage au-delà de son âge, absorbait la gravité de la situation avec une résolution stoïque. « Mindy, maman ne reviendra pas », murmura Erin, la voix lourde de chagrin. « Mais elle veillera toujours sur nous, comme un ange gardien », ajouta-t-elle en empruntant du réconfort à une scène d'un lointain souvenir. Les questions de Mindy fusaient, son innocence se heurtant à la dure réalité de la perte, mais Erin cherchait à la rassurer par de douces paroles de réconfort, tissant un récit d'amour éternel au milieu des ombres du chagrin. L'innocence enfantine des paroles d'Aon l'aida à retrouver son calme. La responsabilité de leur avenir reposait désormais sur ses seules épaules. Elle tenta de réconforter les deux enfants, mais Cooper, incapable de le supporter, s'enfuit. Erin savait qu'il valait mieux ne pas le poursuivre à ce moment-là et le laisser seul avec ses pensées. Un peu plus tard, elle entra dans sa chambre. Le garçon était allongé sur le lit, essayant de cacher son visage baigné de larmes à sa sœur Erin, qui s'allongea à côté de lui et le serra dans ses bras comme elle le faisait lorsqu'elle lui racontait des histoires à l'heure du coucher. « C'est terrible et c'est douloureux, Cooper, mais je tais-toi et Mindy, nous sommes une famille, nous allons nous en sortir ensemble. » A-t-elle chuchoté à son frère. Pendant ce temps, la plus jeune sœur est entrée dans la pièce et a demandé « Pourquoi vous cachez-vous tous les deux de moi ?» Elle grimpa et s'installa entre eux, ce qui ne dérangea pas Cooper. Ils restèrent ainsi blottis l'un contre l'autre jusqu'à la tombée de la nuit, où un leur raconta de vieux contes de fées, tandis que la veilleuse projetait des ombres fantaisistes sur les murs et le plafond. Ils avaient l'impression d'être entrés tous les trois dans un monde inconnu où de redoutables défis les attendaient, mais où, ensemble, ils surmonteraient tous les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin. Le lendemain, Madame Gordon se rendit rapidement au salon funéraire, et la facture des services fut réduite presque de moitié. Aaron s'en moque. Tout ce qu'elle voulait, c'était que les adieux se déroulent comme prévu. Un jour plus tard, tout était prêt. Les funérailles sont simples. Aucun des compagnons de Beverly ou des prétendants du défunt ne s'est présenté, peut-être parce qu'ils n'étaient pas au courant de la situation. Seuls quelques voisins, Cooper et Erin étaient présents. Il a été décidé de ne pas emmener Mindy. Les voisins au grand cœur ont éprouvé une réelle sympathie pour les enfants orphelins,
Même si la défunte n'était pas très appréciée de son vivant, ils ont collecté une petite somme d'argent, suffisante pour couvrir le reste du coût des funérailles. Hélène, dans la mort, avait l'air mieux qu'elle ne l'avait été dans la vie. Aaron n'avait pas vu une expression aussi calme et paisible sur son visage depuis longtemps. Cette pensée absurde persistait dans l'esprit d'Erin, ce qui l'empêchait de contrôler ses émotions alors que des larmes coulaient sur son visage pendant qu'elle se rendait au cimetière. Cela devint un peu plus facile lorsque le cercueil fut déposé au fond de la tombe, et que les hommes munis de pelles commencèrent à la remplir de terre. Les quelques personnes qui avaient vu partir Hélène se dispersent, et les enfants s'enlacent et se recueillent en silence sur la tombe de leur mère. Leur lien s'est encore renforcé au fur et à mesure qu'ils s'acquittaient de leurs tâches avec sérieux. Chaque jour, Cooper accompagne consciencieusement sa jeune sœur au jardin d'enfants avant de se rendre à l'école, et il s'assure de la récupérer au retour. En plus de gérer ses responsabilités scolaires, il donnait un coup de main pour les tâches ménagères et consacrait ses soirées aux devoirs. Pendant ce temps, Erin suivait ses cours avec assiduité et s'occupait de ses tâches à l'usine l'après-midi, grâce au soutien de Madame Gordon, qui l'avait aidé à trouver un emploi. Mindy, elle aussi, s'est débarrassée de son irritabilité matinale et a commencé à participer aux tâches ménagères. Cependant, malgré l'amélioration de leur situation, Erin n'arrivait pas à chasser de son esprit les pensées de son frère nouveau-né. « Où es-tu? Qu'est-ce que tu es devenu? Bientôt, j'aurai 18 ans et je me lancerai dans une quête pour te retrouver et te ramener. Tiens bon, je te retrouverai, se disait-elle solennellement chaque soir avant de se coucher. Un soir, après avoir fait le ménage, Erin a été accueillie par la présence de deux femmes inconnues dans leur appartement. Une brune aux cheveux courts, portant un tailleur sombre et des lunettes à monture épaisse, occupait un bureau, occupée à écrire, tandis qu'une blonde, vêtue d'une veste couleur moutarde sur une robe noire en tricot, se tenait devant Mindy et Cooper, qui semblaient visiblement angoissés, semblables à des animaux effrayés. « Ah, voilà Erin, nous vous attendions », s'exclama la femme blonde, son ton chaleureux contrastant avec son attitude sévère. « Je suis Madame Parker et voici Madame Blake », ajoute la brune en regardant Erin par-dessus ses lunettes. « Nous représentons les services de protection de l'enfance. » Le cœur d'Erin se serra lorsqu'elle réalisa la gravité de la situation, mais une lueur d'espoir pour une résolution positive persista en elle. Madame, Parker poursuit en expliquant, nous avons reçu des rapports faisant état de 3 mineurs résidant ici sans surveillance appropriée. Malgré l'imminence de votre 18e anniversaire, vous êtes toujours mineur d'un point de vue légal. En raison de circonstances familiales récentes, l'État a décidé de vous confier la garde de vos enfants. Nous sommes là pour faciliter cette transition, mais je serai majeur dans quelques mois, s'empresse d'ajouter Erin, la voix teintée de désespoir. Légalement, vous êtes toujours sous notre responsabilité jusqu'à ce moment-là, a précisé Madame Parker avec douceur mais fermeté. Votre famille a vécu une tragédie. Pour l'instant, il est dans votre intérêt d'être sous la surveillance de l'État. Rassemblez vos affaires, y compris celles de vos jeunes frères et sœurs, dit-elle. Nous nous débrouillons très bien tout seuls, notre maison est propre et nous avons tout ce dont nous avons besoin, tenta d'argumenter Erin, désireuse de démontrer sa capacité à se débrouiller seule, mais Madame Parker secoua la tête d'un air dédaigneux, le regard fixe. Malgré vos protestations, il est impératif que vous vous exécutiez. Il n'y a pas de place pour la négociation. Rassemblez vos affaires, il n'y a plus de discussion possible. Le désespoir et l'impuissance rongeaient les nerfs d'Erin à mesure que la dure réalité de leur situation s'imposait. Non seulement ils étaient confrontés au bouleversement de leur dynamique familiale, mais ils étaient également à la merci de décisions bureaucratiques indépendantes de leur volonté. Nous comprenons votre hésitation, mais rassurez-vous, lui dit calmement la femme. Évitons de demander de l'aide ou de recourir à la force, cela ne ferait qu'angoisser les plus jeunes, ajoute-t-elle en remarquant les larmes qui coulent sur le visage de la femme. Rassemblant leurs affaires de première nécessité, et les 3 orphelins se lancent dans l'inconnu. Pendant plusieurs jours, ils ont trouvé refuge auprès d'une dizaine d'autres enfants.
Les soignants leur ont attribué une chambre séparée, leur ont fourni des repas nourrissants et les ont laissés en paix. Cooper et Mindy sont restés inébranlables aux côtés d'Un, faisant preuve à la fois de concentration et de sérénité, bien qu'Un se soit résigné à leur situation. Croyant qu'ils pourraient survivre jusqu'à l'âge adulte s'ils restaient ensemble, le destin a eu d'autres projets. 3 jours plus tard, des travailleurs sociaux sont arrivés en voiture pour récupérer Mindy et Cooper, tandis qu'Un était transféré dans un autre orphelinat. En disant au revoir à sa petite sœur qui sanglotait, Un a promis, en pleurant, de les retrouver bientôt. Cooper a fait ses adieux en silence, se contentant de dire « Nous t'attendrons » en entrant dans la voiture, une partie de l'âme d'Un ayant été emportée dans une direction inconnue avec ses frères et sœurs. Un frisson s'installa en elle tandis qu'elle s'adaptait à son nouvel environnement. Assise sur le lit du dortoir des filles, Un se sent dévastée et détachée pendant plusieurs jours. Les autres filles ne s'intéressent guère à la nouvelle venue, s'en tenant à leurs propres règles et faisant preuve de peu de sympathie les unes envers les autres, témoins de mauvais traitements et de vols parmi les enfants. Un a fait preuve d'empathie, imaginant son frère et sa sœur dans des situations similaires. Elle finit par intervenir pour défendre un enfant maltraité, avant de devenir elle-même une cible après avoir enduré de la nourriture avariée, des vêtements tachés et des plaintes auprès des enseignants. Un a réalisé que sa situation ne s'améliorerait pas, consciente que se plaindre ne ferait qu'empirer les choses. Elle a pris la décision audacieuse de s'enfuir, saisissant l'occasion lorsque quelqu'un a laissé la grille ouverte. Un est sorti avec tout ce qu'elle avait sur elle, y compris le vieux sac à main de sa mère décédée qui contenait un ticket de bus et une petite somme d'argent qu'elle avait économisée. Par chance, un bus s'est arrêté à 50 mètres de là. Sans plan précis, Un monte dans le bus, ressentant un mélange de peur et d'excitation alors qu'elle s'embarque pour une destination incertaine. La libération inattendue a rapidement cédé la place au doute quant à l'opportunité de ses actions, alors que de charmantes petites maisons aux toits éclatants, entourées de verdure, remplaçaient les gratte-ciel esthétiques. Le bus s'arrête brusquement à l'un des arrêts et le chauffeur annonce bruyamment la fin du voyage. Les derniers passagers descendent, font demi-tour et s'en vont, laissant derrière eux un nuage de poussière. Un se retrouve à la périphérie de la ville. L'inconnu est à la fois intimidant et excitant, mais elle n'a aucune envie d'y retourner. Elle ne pouvait pas non plus rentrer chez elle, car c'est là qu'on la chercherait. Son regard se posa d'abord sur un panneau de signalisation avant de sortir de l'autoroute. On pouvait y lire Lackville. La mémoire est une chose étonnante. Parfois, des sons, des images ou des conversations qui ont été accidentellement capturées et stockées dans les profondeurs du cerveau humain refont surface. Ce fut l'un de ces moments. Erin s'est instantanément souvenue d'une conversation qu'elle avait entendue au supermarché l'année dernière entre 2 dames âgées. « C'est dommage », se lamentait l'une d'elles. « Je n'ai plus la force de m'occuper de ma maison de vacances depuis que mon Paul est décédé. Je n'y suis pas allée depuis 3 ans, et c'est une si jolie petite maison avec un petit terrain. Êtes-vous allé à Lackville Village ? Ma maison est celle qui se trouve le plus à l'extérieur, avec un toit et des volets bleus. Mon mari et moi l'avons spécialement peinte de cette façon pour commémorer notre lune de miel sur l'île de Santorin, un plan qui s'est formé de lui-même pour s'installer dans cette maison d'été et y rester jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte. Un a sorti l'argent de sa poche et l'a compté. Le plan s'est immédiatement enrichi d'un autre élément, il était urgent de trouver un emploi. Après un quart d'heure de marche sur le chemin forestier, la maison recherchée apparut dans un flou bleu. Un poussa le portail, qui grinça et s'ouvrit de manière accueillante, révélant le petit terrain négligé et l'habitation non entretenue. Le chemin menant au porche était à peine visible à travers l'herbe et le soleil poussiéreux. Les volets blanchis étaient fermés et recouverts de lierre par précaution. La jeune fille frappa, mais bien sûr, il n'y eut pas de réponse. Au bout d'un certain temps, la porte fut verrouillée. Erin souleva la porte sale et découvrit une petite clé sous celle-ci. La pièce à l'intérieur sentait la poussière et l'humidité. Avec peu d'espoir, la jeune fille appuie sur l'interrupteur situé à droite de la porte et, par miracle, une faible ampoule éclaire l'espace situé sous le plafond bas. Ce coup de chance l'incite à poursuivre son exploration. La drôle de maison se compose d'une chambre, d'un salon et d'une cuisine. En s'aventurant plus profondément dans la maison,
ne peut s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'inquiétude face à l'inconnu qui l'attend. Au cœur d'une habitation pittoresque se trouvait une simple kitchenette, équipée de tout le nécessaire à une humble existence, un lit, un canapé, une table, des chaises et un poêle à bois niché dans un coin. Divers ustensiles décorent l'espace, tandis qu'une bibliothèque poussiéreuse dans la chambre à coucher témoigne de la passion du couple pour la littérature. Aaron a consacré toute la journée à récurer et à ranger la maison, et le soir venu, la fatigue se mêle à la satisfaction lorsqu'elle s'installe sous le porche en bois, profitant encore de la chaleur persistante de la journée étouffante. Son esprit, cependant, dérive vers des pensées de sa famille, le regard nostalgique de son frère et le visage baigné de larmes de sa jeune sœur hantent sa conscience. Bien qu'elle ne comprenne pas très bien comment elle va orchestrer leur retrouvailles, Erin décide de tout mettre en œuvre pour les réunir. Déterminée à trouver un emploi, Erin s'est lancée dans la difficile quête d'un emploi. Parcourir les annonces sur diverses plateformes s'est avéré être une tâche laborieuse. De nombreuses opportunités exigeaient un passeport, ce qui constituait un obstacle. Après mûre réflexion, Erin a choisi d'annoncer ses services d'aide familiale dans les petites annonces. À sa grande surprise, le lendemain, elle a reçu un appel téléphonique joyeux d'une femme nommée Brenda, qui s'informait au sujet de l'annonce. « Êtes-vous toujours à la recherche d'un poste d'aide-soignante ?» La question de Brenda a incité Erin à confirmer sa disponibilité. « Oui, bien que je réside assez loin de la ville », a répondu Erin. La réponse enthousiaste de Brenda a pris Erin au dépourvu. « C'est parfait. Pourriez-vous envisager de travailler à distance ?» propose-t-elle. « J'ai un mari qui est alité et qui a exprimé le désir de visiter la campagne. Je vous assure une rémunération équitable et je suis prête à offrir une rémunération supplémentaire si nécessaire. » Après un moment de réflexion, Erin acquiesça. « Très bien, veuillez me donner l'adresse et je viendrai pour une réunion de présentation afin de finaliser les arrangements, » accepta-t-elle. 3 heures plus tard, une Jeep cramoisie s'est présentée à la porte, révélant Brenda, resplendissante dans une tenue ajustée composée d'un pantalon moulant et d'un chemisier rouge vif. Ses cheveux noirs méticuleusement coiffés, ses lèvres augmentées et ses cils artificiellement allongés laissaient présager un penchant pour l'embellissement. Erin, avec son apparence discrète, sans maquillage et avec des mèches blondes foncées soigneusement tressées, semblait bien loin des attentes de Brenda en tant qu'aide-soignante. Regardant la modeste demeure avec une pointe de dédain, Brenda marmonne, « Super, c'est suffisant. » Les tentatives d'Erin pour aborder le sujet de l'état de santé du mari de Brenda et des soins qui lui sont prodigués s'avérèrent vaines. La femme se contenta d'un sourire dédaigneux et fit remarquer, « Pourquoi s'inquiéter, vous aurez tout le temps de faire connaissance et de discuter de tout cela demain matin. » Le lendemain, un véhicule spécialisé est arrivé, avec à son bord 2 robustes préposés. L'homme, inapte, est transporté sur un brancard à l'intérieur du logement. Un modeste sac contenant ses affaires est déposé sur le porche avant que les accompagnateurs ne partent en silence, laissant la jeune fille seule avec l'étranger. Dans le cadre peu familier de la maison, le nouveau venu, un homme d'une trentaine d'années, arborait une barbe ébouriffée et une expression de lassitude sur le visage. Ses mèches de cheveux châtains n'étaient pas entretenues, n'ayant pas été touchées par les mains d'un coiffeur depuis un certain temps, tandis que ses sombres yeux gris fixaient le plafond d'un air apathique. Se présentant sous le nom d'Erin, la jeune fille chercha à établir un contact immédiat, lui offrant un sourire chaleureux. À contre-séhure, l'homme tourna la tête vers l'infirmière, l'observant un instant. Il ne s'attendait pas à rencontrer une figure aussi fragile dans ce rôle. Les longs cheveux blonds foncés d'Erin étaient soigneusement attachés en queue de cheval, et ses yeux bleus innocents dégageaient une inquiétude et une gentillesse sincères. « Oh, ce n'est qu'une fille. Comment peut-elle m'aider ?» se demanda-t-il. Avant de se présenter à voix basse sous le nom de Michael I, exprimant un léger plaisir à les rencontrer, « Ma femme m'a engagé, mais malheureusement elle ne m'a pas donné d'informations sur vous, » remarqua Michael avec amertume et sarcasme. « Il n'est pas étonnant qu'elle ne sache rien de moi, »
ajouta-t-il avec un sourire en coin. Erin essaya de comprendre l'expérience d'un homme autrefois robuste et autosuffisant, soudainement rendu impuissant et dépendant. Elle ressentit de la sympathie pour Michael en s'installant à côté du lit et en lui demandant doucement. « Pourriez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» La franchise et l'innocence de la jeune femme touchent Michael. Cela faisait longtemps que personne ne s'était intéressé à son bien-être. Soudain, il se sent obligé de s'épancher. Pendant de nombreuses années, Michael avait dirigé une entreprise de construction relativement prospère, accaparée par la poursuite de sa croissance. Il n'a jamais trouvé le temps de fonder une famille. Cependant, environ 2 ans auparavant, ses parents sont décédés l'un après l'autre, le plongeant dans un océan de solitude. La maison, autrefois animée, était devenue déserte du jour au lendemain, et Michael n'avait aucune envie de retourner dans un endroit où résonnaient les bruits creux des pas et le faible bruissement des rideaux agités par la brise. Pourtant, le désir d'une famille aimante et solidaire persiste dans son cœur. Lors de la célébration de l'anniversaire d'un ami, il a croisé le chemin de Brenda, et leur passion commune les a entraînés dans le rythme du tango. Malgré les avertissements de ses connaissances concernant le caractère douteux de Brenda, Michael s'est retrouvé captivé par son charme, ce qui a rapidement conduit à leur union matrimoniale. Cependant, l'euphorie de leur mariage a rapidement fait place aux dures réalités de leur incompatibilité. Brenda n'était pas faite pour la vie domestique à laquelle Michael aspirait. Car elle ne possédait pas les qualités essentielles pour élever une famille. Les aspirations de Brenda étaient orientées vers la maternité et elle trouvait du réconfort dans des activités en dehors de son foyer, loin de son mari. Ses désirs se limitaient à des sorties en boîte de nuit, à des rencontres sociales et à des virées shopping. Au retour d'une journée de travail éprouvante, Michael se retrouvait souvent dans leur morne demeure, en train de réchauffer une part de pizza peu glorieuse de la pizzeria voisine. Il ne comprenait pas pourquoi il s'était marié avec Brenda, un sentiment qu'il nourrissait avec beaucoup de remords. Leur relation conjugale s'est progressivement détériorée, amenant Michael à envisager le divorce. Pour sauver son mode de vie aisé, Brenda fait des promesses creuses de transformation, tentant momentanément d'incarner l'image d'une épouse docile et domestique. Cependant, Michael a perçu son manque de sincérité, ce qui a creusé un fossé encore plus profond. Entre eux, le tournant s'est produit de manière inattendue il y a 2 mois, lorsqu'une tragédie s'est abattue sur Michael. Il a été victime d'un vol et d'une agression vicieuse sur le pas de la porte de son lieu de travail. Bien que l'intervention médicale lui ait sauvé la vie, le traumatisme de la colonne vertébrale l'a rendu invalide, aux prises avec des mouvements corporels presque incontrôlables qui provoquaient des douleurs atroces. Le pronostic des médecins était sombre, annonçant une vie entière dans son lit. Les auteurs de l'agression sont restés insaisissables, les caméras de sécurité ont mal fonctionné ce jour fatidique, et aucun témoin oculaire n'a pu faire la lumière sur l'incident. Les visites de Brenda à l'hôpital sont rares et tournent essentiellement autour de discussions sur l'avenir de leur empire commercial. Son implication intrusive suscite l'ire des employés de l'entreprise, révélant son incapacité à naviguer dans les méandres de l'industrie de la construction. Alors que la dépression resserre son emprise sur Michael, il se retrouve désenchanté par la vie, même lorsqu'il rentre chez lui. Le manque de sincérité de Brenda, ponctué de sourires forcés, l'a encore plus éloigné de lui. Ses suggestions persistantes de vendre leur entreprise n'ont fait qu'alimenter sa désillusion. Face à la répulsion croissante qu'il éprouvait à l'égard de son épouse, Michael a envisagé de s'enfuir dans les coins les plus reculés de la planète, poussé par le seul désir de s'évader. Lorsqu'Erin, une confidente sympathique, a appris la situation critique de Michael, elle a été profondément émue et a décidé d'offrir son aide par tous les moyens possibles. Cependant, elle ne se rend pas compte de la vérité. La seule chose qui lui vint à l'esprit fut « Comment puis-je te préparer quelque chose ?» C'est la première fois que Michael sourit gentiment depuis qu'il a avoué sa vie ratée. Une légèreté et une liberté nouvelles l'enveloppent. « Je voudrais des pommes de terre sautées », a-t-il répondu, marquant ainsi le début de leur vie commune. Erin s'occupe habilement de son protégé, assumant les tâches de cuisine, de nettoyage et de lessive. Prenant peu à peu des forces, l'homme a trouvé le courage d'améliorer son état, se rappelant les conseils de thérapeute et commençant à faire des exercices. Michael, ne voulant pas accabler Erin, fait des efforts incroyables pour se déplacer, surmontant la douleur insupportable.
Avec le soutien d'Aen, il réussit à faire quelques pas, malgré l'agonie à chaque pas, Michael refuse de se rendre. Il est déterminé à ne pas paraître inutile aux yeux d'Aen. Au fil du temps, Michael a développé de forts sentiments pour cette jeune femme bienveillante et compatissante, mais il ne savait pas comment gérer ses émotions. Le soir, Erin allumait des bougies car la petite lampe n'éclairait pas suffisamment ensemble. Il se plonge dans de vieux livres laissés par le propriétaire âgé de la maison et entame de longues conversations sur divers sujets. Lorsque les sujets de conversation s'amenuisaient, Michael décrivait les pays qu'il avait visités. Il s'asseyait en silence, observant les ombres singulières qui dansaient sur les murs, nourrissant un lien spirituel fragile mais grandissant. Chaque jour, Erin admire cet homme intelligent et digne de confiance. Finalement, elle décida de partager avec lui sa propre histoire douloureuse. Michael reste silencieux pendant un long moment, analysant l'information avant de lui dire, rassurant, « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » La jeune fille le croit et réalise qu'elle l'aime depuis longtemps. Deux âmes solitaires au destin tragique ont trouvé du réconfort l'une dans l'autre. Plus tard, Brenda revint, accompagnée d'une femme singulière qui semblait lui être opposée. Vêtue d'un tailleur noir et portant une grosse mallette en cuir, la femme, présentée comme un nubar, respirait la détermination et un regard assoiffé de sang. Voyant Michael au lit, Brenda est décontenancée, ne pouvant dissimuler sa surprise et son irritation. Présentant Anne comme la notaire, Brenda lui explique qu'elle va l'aider à rééditer le document. Perplexe, Michael fait semblant de ne pas comprendre. « Comprenez-vous ses intentions, mon cher ? Nous avons conclu un accord, vous vous souvenez ? Nous avons décidé de liquider tous nos actifs pendant que votre entreprise est encore florissante. De cette façon, nous pourrions obtenir des fonds pour votre rééducation et nous assurer une vie confortable à tous les deux. Cependant, le temps presse car la situation de l'entreprise se détériore. J'ai déjà trouvé un acheteur pour la maison, je supporte votre absence et j'assume toutes les responsabilités qui devraient être les vôtres. Concluons cette affaire, ce qui me permettra de me consacrer pleinement à votre bien-être. Pour vous soulager et vous éviter des ennuis, nous avons pensé qu'il était préférable de transférer les biens à mon nom. Nous en avons discuté et nous nous sommes mis d'accord, n'est-ce pas ? Je n'ai rien accepté et je ne vous céderai rien. L'attitude calme du mari exaspère sa femme égocentrique. Michael, nous en avons discuté et je me suis occupé de tout. J'ai même amené un notaire. Tu n'as qu'à signer, lui dit-elle avec insistance. Il n'y aura pas d'accord, déclare fermement l'homme en s'allongeant sur son oreiller. La tentative de manipulation de Brenda ne fait qu'aggraver son mal de tête déjà très prononcé. Vous n'avez plus à vous inquiéter de tout cela, vous resterez ici pour le reste de votre vie. Mais je suis encore jeune, j'ai une vie à vivre, s'emporte Brenda, incapable de se contrôler. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, Brenda, dit Michael en fermant les yeux, espérant qu'elle quitterait bientôt son sanctuaire temporaire. Brenda jeta un coup d'œil au notaire, le suppliant silencieusement, mais le notaire secoua la tête, se mordant la lèvre. Brenda s'efforça de se calmer et s'excusa. « Michael, je suis désolée. Je me suis juste inquiétée pour toi. Repose-toi, mon cher, je reviendrai plus tard. » La délégation officielle s'en alla rapidement. Avant de partir, Brenda s'approcha d'Erin et lui chuchota. « Écoutez, j'ai peut-être oublié de vous le dire quand je vous ai engagé, mais l'état de mon mari ne fera qu'empirer. Le médecin a dit que rien ne pourrait l'aider, tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts, il te suffit de préparer un bouillon une fois par jour, et je te paierai davantage. » Beaucoup plus. Brenda plongea son regard dans les yeux clairs d'Erin, puis partit dans sa voiture de luxe, laissant derrière elle l'odeur persistante de son parfum de luxe. Erin frémit à ses remontrances, mais reprit rapidement son calme. Elle ne laisserait pas Michael s'inquiéter. Surtout après une visite aussi inattendue. La pièce était encore imprégnée du parfum luxueux de Brenda. Erin ouvrit grand la fenêtre, s'assit sur la chaise près du lit et posa sa paume sur le front de Michael. L'homme ouvrit les yeux, et le mal de tête commença à s'estomper lentement. « Quelle chance j'ai de t'avoir, Erin !» murmura-t-il doucement, tendrement, doucement,
En serrant sa paume étroite dans ses mains, il la porta lentement à ses lèvres et l'embrassa doucement. La jeune fille sourit doucement et dit « Prenons du thé ». Le lendemain, Erin a besoin de réapprovisionner ses modestes réserves de nourriture dans un petit magasin local. Près du magasin, une jolie maison de 2 étages en briques blanches et ornée de tuiles vert émeraude attira son attention. Plusieurs voitures étaient garées devant, et il y avait parfois une longue file de personnes, dont certaines se déplaçaient à l'aide de béquilles, dans le magasin. Erin interroge la vendeuse sur cette maison et ses habitants. « Ah, c'est la maison de Bernard. C'est notre sorcier. Notre rebouteux, un homme remarquable », répond la vendeuse rousse. Beaucoup de gens font appel à lui. Il a guéri le mal de dos de mon beau-frère qui durait depuis longtemps, elle poursuit en comptant la monnaie. C'est cher, demanda timidement Erin. Oh, pas Bernard, il ne refuse jamais personne. Il a ses propres principes. Il prend tout ce qu'une personne peut donner. J'ai entendu dire qu'un homme d'affaires lui avait même offert une voiture après la guérison de son fils, mais il a refusé ce cadeau si généreux, ajoute la vendeuse. Un quitte l'épicerie et se rend dans cette maison, saisissant une occasion inattendue. Elle était déterminée à ne pas la laisser passer, une lueur d'espoir s'étant allumée en elle et l'ayant réchauffée de l'intérieur. 1 heure plus tard, le dernier patient s'est éloigné et Erin a appuyé avec confiance sur la sonnette. Presque immédiatement, un grand homme râblé d'une 60aine d'années est apparu. Il portait une chemise en coton et un pantalon ample gris clair qui ressemblait à une combinaison chirurgicale. Ses mains puissantes ressemblaient à des pelles et pouvaient probablement tordre un fer à cheval sans effort. « Bonjour, vous êtes Bernard ? Vous êtes Bernard ?» La voix d'Erin tremblait d'excitation. « Oui, je suis Bernard », répond l'homme. Ses yeux presque noirs et perçants la fixaient sous ses sourcils broussailleux, Aaron, essayant d'être concis et de ne pas faire perdre son temps précieux à la guérisseuse. « Je m'occupe d'un homme de 33 ans, blessé au cou et à la tête », ajouta Erin avec de grands yeux suppliants. Bernard acquiesça et dit « Amenez-le demain. À 9 heures, nous habitons tout près, sur la 5e rue, la dernière maison. À 19 heures, alors que le soleil s'est déjà couché derrière le pavillon d'été, Bernard arrive. » Il examina soigneusement le nouveau patient, sondant son cou, sa tête, puis descendant le long de la colonne vertébrale jusqu'à la région cervicale. Michael pousse un cri de douleur. Un resta dans l'angoisse, caché dans un coin, se sentant aussi fragile qu'un moineau frigorifié, son cœur faisant écho à chaque douleur murmurée par Bernard. « Il n'est pas trop tard », dit Michael en rappelant la blessure survenue 3 mois plus tôt. Le guérisseur, attentif, plongea son regard dans celui d'un et lui demanda solennellement « Désires-tu la vie ?» « Oui », affirme Michael, dont le ton est aussi sérieux que celui de son interlocuteur. Leur compréhension est palpable. « Ce ne sera ni rapide ni simple, » avertit Bernard, qui se tourna vers Erin et l'exhorta. « Sors, mon enfant, prends 1 heure de répit. Prends 1 heure de répit. » Obéissant, Erin se hâta de sortir, bien que son cœur anxieux éclipsât toute joie de la promenade. « Qu'elle réussisse, Seigneur », supplia un en silence, les yeux fixés sur la clôture qui se balançait, jusqu'à ce que Bernard réapparaisse. La fatigue gravée sur sa chemise trempée de sueur. « Je reviendrai demain », lui dit-il laconiquement, répondant à sa question non formulée avant de se retirer dans sa demeure. 15 jours après le début du traitement, les progrès sont visibles, le corps de Michael a retrouvé sa réactivité, la douleur s'est atténuée et il s'est déplacé à l'aide d'une canne, chaque pas devenant un moindre supplice. Peu à peu, il descendit les marches du porche, s'engageant dans des voyages solitaires jusqu'au quartier du guérisseur. Le chemin semblait intimidant au départ, mais Bernard insistait sur un engagement sans faille. Erin est restée inébranlable, sa présence étant un réconfort constant. Le matin, elle s'affairait dans la maison, tandis que le soir, elle faisait de précieuses promenades avec Michael jusqu'à la résidence de Bernard, les mains entrelacées, se délectant de la splendeur de la nature. Malgré la fatigue, ils échangent de joyeux badinages, débordant de satisfaction. La confiance grandissant, Michael a repris ses appels professionnels et a fini par trouver la force de se rendre au bureau.
Son retour a suscité la joie sincère de ses collègues, qui se sont empressés de le saluer. « Vous avez l'air merveilleux, bienvenue », s'exclame-t-il, leur joie étant palpable. Michael, sans se décourager, s'est aventuré dans son bureau et a rencontré Brenda au milieu de la paperasse. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, son agacement initial remplacé par de l'étonnement et un sourire de travers. « Bonjour, Brenda », salua Michael, anticipant sa réaction alors qu'il s'appuyait sur sa canne, résolue à revenir. Elle balaya la pièce du regard, observant son apparence éblouissante habituelle. Un chemisier blanc immaculé avec juste assez de boutons d'effet, associé à une élégante jupe en cuir noir et à des talons aiguilles brillants. Son maquillage est impeccable, ce qui rehausse son allure. On aurait dit qu'elle pouvait passer sans effort à un numéro de pole dance à n'importe quel moment. « Michael, quelle transformation la vie à la campagne t'a apporté !» « Et c'est grâce à moi », s'exclame-t-elle en reprenant rapidement son calme et en tendant la main pour une étreinte. « En effet, c'est grâce à toi », sourit Michael en se reculant légèrement. « Qu'est-ce qui te préoccupe ? Je m'efforce de sauver notre entreprise, Michael. » Lentement mais sûrement, répondit-elle avec une pointe de reproche dans le ton. « Nos affaires », se moqua Michael en s'asseyant à la table. « Il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Je prends les choses en main et te libère de ce fardeau, oh, Michael. Cela fait des mois que je travaille sans relâche jour et nuit pendant que tu profites de tes vacances dans la nature, rétorque-t-elle en feignant l'indignation et en faisant la moue. J'ai entendu, Brenda, ce que tu as fait jour et nuit, rétorque Michael avec un sourire narquois. Alors fais tes valises et je te verrai au tribunal, oh, et j'ai enfin rencontré la femme de mes rêves, ajouta-t-il avec un sentiment de soulagement, exprimant enfin ses sentiments de longue date. L'expression de Brenda s'assombrit lorsqu'elle réalisa qu'elle avait dépassé son temps d'accueil. « Non, je ne me débarrasserai pas de toi si facilement », se dit-elle avec colère en sortant en claquant la porte derrière elle. Les employés de bureau échangent des regards complices et des rires étouffés lorsque Brenda s'en va, à son grand dam. La frustration bouillait en elle alors que ses plans s'effondraient à cause de ce contretemps imprévu. Assise dans sa voiture, Brenda compose le numéro de son complice dans un accès de rage. « Espèce d'imbécile ingrat !» hurle-t-elle dans le téléphone. « Au lieu de m'aider comme je te l'avais demandé, tu as réussi à tout gâcher. J'ai convaincu mon amant et son ami de confronter Michael au sujet de la vente de l'entreprise. Et maintenant tout est tombé à l'eau à cause de ton incompétence. » Après avoir exprimé sa colère, Brenda met brusquement fin à l'appel, réalisant qu'elle en a trop dit. Pendant ce temps, Aaron éteint discrètement l'enregistrement de la conversation et l'envoie rapidement à Michael, comme ils en avaient convenu. Michael avait désormais une idée précise de l'identité de la personne qui était à l'origine de ses récents malheurs. Il connaissait particulièrement bien le tempérament instable de sa femme. Les mesures nécessaires ont été prises pour l'inciter à rassembler des preuves. Par la suite, il s'est agi d'employer la technique, de mener une enquête policière approfondie et de naviguer dans le système judiciaire. L'homme d'affaires chevronné a rapidement mis en place un flux de travail efficace, évitant ainsi une crise potentielle. Transportant sa bien-aimée Erin dans son grand manoir, il a orchestré une demande en mariage avec l'aide des relations influentes de Michael. Rapidement, ils ont découvert où se trouvaient les jeunes frères et sœurs d'Erin. Le voyage jusqu'à l'orphelinat semble interminable, mais finalement, Erin sera réunie avec sa famille dans le foyer. Mindy et Cooper attendaient son arrivée avec impatience, accompagnés d'un tuteur. À la vue de leur sœur bien-aimée, les enfants se sont précipités vers elle et l'ont serrée dans leurs bras. Sous le coup de l'émotion, des larmes de joie coulèrent sur le visage d'Erin, incapable de contenir son allégresse. Sa sœur cadette, muette, sanglotait de façon incontrôlable, tandis que même le garçon stoïque, qui avait mûri au cours des 6 derniers mois, ne pouvait cacher ses yeux larmoyants. L'employé de l'orphelinat a été ému par ces retrouvailles réconfortantes et s'est essuyé discrètement les yeux. Michael rayonnait de bonheur à l'approche de Noël, et toute la famille se préparait avec impatience aux festivités. Michael et Cooper se procurèrent un imposant sapin de Noël et le positionnèrent de manière experte dans le vaste salon,
à côté de la cheminée. Ensemble, ils ont orné l'arbre de boules vibrantes, de glaçons scintillants et de guirlandes radieuses, le transformant en un spectacle resplendissant. En collaboration, ils ont réfléchi au menu de la fête, échangé des cadeaux et se sont adonnés au rire et au jeu. Au milieu de cette atmosphère jubilatoire, l'esprit d'Erin restait préoccupé par une question pressante: où était son plus jeune frère? Sentant la nostalgie de sa femme, Michael commence discrètement à recueillir des informations sur l'enfant. Un jour, en rentrant du travail, il dépose sans mot dire les documents sur la table devant Erin. Surprise, elle lui jette un coup d'œil. Il s'appelle Tommy et il est toujours à l'orphelinat, explique Michael. Bien qu'il n'ait pas été adopté, les parents potentiels sont en train d'être examinés. Erin s'empara avec empressement des documents, ses mains tremblant en les feuilletant. Les larmes lui montent aux yeux lorsqu'elle lit les mots sur le papier. « Tommy, mon cher frère, comme j'ai hâte de te voir », murmura-t-elle, submergée de tendresse pour son frère inconnu. Reconnaissante, elle embrassa son mari, des larmes coulant sur son visage. « Merci, mon cher, d'avoir obtenu ces informations », murmura-t-elle, tout en hésitant à poser l'inévitable question qui se profilait dans son esprit. Erin comprit sans avoir besoin de mots. Ce serait un défi, mais elle se promit de déployer tous les efforts possibles et imaginables pour le réunir avec eux. Erin lui faisait confiance, comme elle l'avait toujours fait. Elle envisageait précisément ce qu'elle désirait. Avec l'arrivée de la nouvelle année, Erin fut tirée de sa rêverie nostalgique. Les habitants aviaires avaient déjà pris leur repas du matin et s'étaient envolés, absorbés par leurs affaires aériennes au-delà des limites de la maison. Les enfants gambadaient joyeusement, se délectant des volumineuses congères et du répit que leur procurait leur routine habituelle. Vêtue d'une veste blanche qui fait ressortir ses joues roses et coiffée d'un bonnet en fourrure ressemblant à des oreilles d'animal, Mindy dégageait un charme attachant, semblable à celui d'une petite créature des bois. Son compagnon, un bulldog français paré d'un confortable vêtement canin, gambadait à proximité, leurs efforts conjoints se concentrant sur la construction d'un vaste fort de neige. La symphonie de leurs rires joyeux mêlés aux aboiements de leurs compagnons canins résonnait dans tout le quartier. Pendant ce temps, Cooper, plus solennel et réservé, navigue à ski dans les environs. Perché sur la balustrade, l'imposant charreau observait la scène d'un air supérieur, s'abstenant de participer pour ne pas mouiller ses pattes immaculées. Aaron se retira de la fenêtre et porta son attention sur le nourrisson. Niché dans son berceau, Tommy dormait sereinement. Malgré son retour récent dans le giron familial, sa petite taille suscitait un profond sentiment d'affection, comme s'il n'était jamais parti. Soudain, Erin a ressenti une sensation de battement dans son abdomen, semblable à celle d'un oiseau qui s'envole. Elle a eu l'intuition de la présence d'une autre vie naissante en elle, d'un autre être cher. Une vague de tranquillité et de satisfaction enveloppa la jeune femme. Avec la proximité de ses proches bien-aimés, elle ne doutait pas que le vrai bonheur émanait des liens familiaux.